Voilà, donc on va commencer. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour parler d'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique permet de développer aujourd'hui de nouveaux modes de communication. Au-delà des normes incontournables, de nouvelles possibilités se dégagent, de nouvelles façons de communiquer, de nouveaux services. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de modérer cette conférence avec monsieur Mathieu Froidure, directeur associé d'Urbilog, qui accompagne donc les professionnels dans l'accessibilité numérique. Madame Stéphanie Lucien-Brun est représentante et porte-parole du CFHE aujourd'hui. Et Madame Julie Huriez, donc responsable édition multimédia de Signes de Sens. Je vais commencer par donner la parole à monsieur Mathieu Froidure, qui va pouvoir commencer par une approche un peu plus technique et nous présenter son activité. Bonjour à tous. Donc on m'a demandé de passer tout d'abord sur la partie technique, comme ça c'est le plus rébarbatif, va être plus vite éliminé. Alors, Urbilog, juste une petite présentation, c'est une société, on est une petite société, une vingtaine de personnes, hyper spécialisées sur l'accessibilité numérique depuis aujourd'hui une quinzaine d'années environ. Et on accompagne les grands groupes dans leur démarche accessibilité, que ça soit sur les internets. Alors aujourd'hui, les internets, c'est les sites internet, soit de e-commerce, soit de communication. Ça peut être aussi des applications smartphone, tablettes. Également sur la partie intranet, donc orientée plutôt vers les salariés. Et là, on va retrouver les applications métiers, par exemple de téléconseillers, les applications RH, les intranets de communication, voilà, toute la surface numérique que l'on a aujourd'hui dans une entreprise. On a, on va dire, comme vous pouvez le constater, un volet recherche et développement que l'on a vraiment largement développé de manière à pouvoir anticiper les évolutions technologiques et à tordre le cou de l'idée reçue qu'un site accessible est un site texte. Aujourd'hui, faire un site accessible peut être très élégant et tout à fait dans l'innovation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les sites internet, les applications métiers, les espaces numériques, elles peuvent être accessibles sans forcément d'énormes contraintes en termes de graphisme ou en termes techniques. Alors, comme je n'ai pas de mouchard pour me lire, parce que ce que vous ne savez peut-être pas pour ceux qui sont arrivés après moi dans la salle, c'est que je suis déficient visuel. Et l'approche en fait, que l'on a d'ailleurs dans la société est double. Le web est basé sur un certain nombre d'éléments de développement, donc c'est un secteur technique. Donc Urbilog a forcément des compétences et une expertise technique, mais on a une double compétence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un utilisateur au quotidien de ce qu'on appelle de solutions d'assistance, alors notamment vocales, je vous en présenterai quelques-unes tout à l'heure. Et donc du coup, on a vraiment une double compétence à la fois technique et usage. Pourquoi ? Parce que pour nous, il est essentiel que des sites soient accessibles sur un plan technique, mais soient aussi utilisables. On a tendance souvent à oublier l'utilisateur et parfois on veut aller trop loin. Et c'est vraiment l'importance. Et un autre mot qui nous semble essentiel au sein d'Urbilog, c'est le pragmatisme. Vous êtes tous aujourd'hui dans des environnements, que ce soit humains, financiers, techniques, qui sont complexes. L'idée de l'accompagnement que l'on peut faire dans une démarche d'accessibilité, c'est de s'adapter à vos contraintes. Parce que si on ajoute des contraintes supplémentaires, en fait, c'est toujours l'éternel 5e roue du carrosse. Et du coup, les éléments d'accessibilité ne sont pas pris en considération de la bonne manière, et ce n'est pas la bonne méthode, si vous voulez. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'intégrer de manière la plus transparente possible dans le dispositif de la création d'un site ou d'une application web. Alors, par où commencer ? En fait, quand vous êtes quand vous avez votre projet d'accessibilité,
la première chose qu'il faut vous dire, c'est que si vous êtes en capacité de prendre la démarche accessibilité le plus en amont possible, c'est là où vous allez avoir la meilleure efficacité en termes de productivité et de gain, je veux dire, entre le résultat et la possibilité que vous avez d'intégrer tous les éléments et les recommandations d'accessibilité. Si vous arrivez en cours de projet ou en fin de projet, que vous vous dites « Ah, qu'est-ce qu'il en est de l'accessibilité ?» Là, en fait, vous allez être forcément limité et forcément, vous allez devoir refaire un certain nombre de choses. Et donc, du coup, c'est important, si vous voulez, dans la démarche que vous avez de votre projet, de pouvoir prendre en considération le plus en amont possible votre projet et intégrer cette démarche d'accessibilité directement à la création, c'est-à-dire même avant même que vous ayez créé les maquettes graphiques, l'accessibilité peut avoir son influence. Je prends un exemple concret, à partir du moment où vous avez à faire des choix de couleurs, il faut savoir que vous avez des associations de couleurs qui ne sont pas du tout compatibles avec quelques difficultés visuelles. Et c'est là où la problématique de l'accessibilité peut avoir des impacts, parce que ce n'est pas à la fin d'un projet qu'on va changer les couleurs. En tout cas, pas toutes. Alors, ce qui est intéressant aussi, quand on est dans une démarche, notamment à l'interne, dans une entreprise, c'est toute la partie intégration des personnels. Aujourd'hui, vous avez une obligation légale, alors c'est même une directive européenne qui oblige les sociétés de plus de 20 personnes à embaucher des personnes handicapées. Donc on est normalement à 6%. Je pense que la moyenne nationale tourne plutôt aux alentours de 3%. Ce qui veut dire que vous avez une triple obligation. Vous avez une obligation à la fois d'intégration de personnel, vous avez une obligation de maintien dans l'emploi et une obligation de gestion de carrière. Parce que ce n'est pas parce que vous avez embauché une personne que forcément elle va être tout au long de sa vie au même poste. Et ça pose des vraies questions en termes d'accessibilité, notamment de vos intranets. Si je reprends le premier élément, qui est la gestion, l'intégration d'une personne handicapée. Aujourd'hui, la grande majorité des personnels utilisent l'outil informatique. C'est une quasi-obligation. Que ce soit dans leur cadre métier, quand on parle par exemple de téléconseiller, ce sont des applications aujourd'hui intranet spécifiques, mais vous avez aussi des outils plus, on va dire, diffusés, type des messageries, des traitements de texte. Voilà, ce sont des outils en fait sur lesquels les personnels vont être quasiment au quotidien utilisateurs. Donc la vraie question, c'est comment je peux, quand je dois choisir une personne pour intégrer un service, est-ce que les outils que l'on va devoir utiliser dans ce poste, est-ce que ces outils sont compatibles avec un handicap ? Et donc ça pose déjà une première question, parce que souvent, c'est un frein à l'embauche. C'est de se dire, est-ce que je suis en capacité, une fois que j'ai trouvé un bon profil, ce qui n'est déjà pas toujours évident quand on veut embaucher une personne handicapée, parce que l'éducation en France ne permet pas forcément à tout le monde de pouvoir optimiser, on va dire, ses capacités en termes éducatifs. C'est de se dire, est-ce que la personne que l'on a repérée, qui a les diplômes, qui a les compétences, est-ce que cette personne va être en capacité de travailler efficacement ? Et ça, souvent, on a une problématique liée à l'intégration de la personne dans le système d'information de l'entreprise. Alors il est à deux niveaux d'ailleurs. Il est au niveau à la fois des outils d'assistance qui permettent en fait tout simplement de compenser partiellement le handicap, mais qui ne se suffisent pas à eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler en amont sur la manière dont on met à disposition et la manière dont peuvent être utilisées vos interfaces web, enfin vos interfaces web au sens large, vos outils informatiques, et tout le contexte dans lequel la personne va évoluer. Ensuite, la problématique du maintien dans l'emploi, c'est on n'est jamais à l'abri d'un accident de la vie, donc du coup, et le fait que
les nouvelles lois sur la retraite font qu'on va devoir travailler de plus en plus tard. Et donc, du coup, à partir d'un certain âge, les capacités sont moindres et on ressent parfois des difficultés visuelles, des difficultés auditives, des difficultés de déplacement. Il y a par exemple des maladies professionnelles type TMS, hein, c'est les troubles musculo-squelettiques, notamment liés à l'usage intense de la souris, qui interviennent parfois au cours de la vie professionnelle. Donc vous allez rencontrer en fait dans l'intégration de personnes, dans la vie, on va dire, de la personne au sein de l'entreprise, des problématiques liées à, alors c'est pas forcément un handicap, mais c'est peut-être une situation de handicap, néanmoins qui nécessitera d'adapter votre interface, et notamment vos interfaces informatiques. Et la troisième chose, c'est que comme on ne va pas logiquement rester toujours au même poste dans votre entreprise, c'est est-ce que si on veut faire évoluer quelqu'un par rapport au fait qu'il a bien les compétences pour pouvoir aller sur d'autres postes, est-ce que les outils sur les autres postes sont compatibles avec son handicap, si toutefois il est handicapé. Je prends un exemple concret quand on embauche des personnes pour faire du phoning, donc téléconseiller. On pense souvent au départ en disant bah voilà, j'ai bien les outils qui sont bien adaptés. La personne, je vais prendre un exemple concret, une personne aveugle qui intègre ce service est tout à fait en capacité parce que l'outil est adapté. Mais si demain il veut devenir responsable de projet ou évoluer dans son poste, est-ce que les outils sont adaptés toujours ? Et donc vous avez une problématique à la fois directe, c'est-à-dire quand vous faites une embauche, vous pouvez vous poser la question sur le fait que l'outil est adapté, mais sur le fait que est-ce que mes intranets, notamment de communication, le sont aussi. Alors je parle de ça, mais vous avez aussi par exemple le premier outil que l'on va en général auditer au sein d'une entreprise, c'est l'outil qui permet de poser les congés. Parce que c'est quelque chose qu'on fait régulièrement au cours de l'année et qui est fait par tous les salariés. Il y a une autre problématique aussi liée à la confidentialité, c'est les entretiens individuels. Quid de ces outils où on a besoin d'un certain nombre de confidentialité et il est un peu délicat de demander à son collègue de l'aider à déchiffrer et de mettre des informations sur ces outils. Quand ils sont informatisés, tous ne le sont pas encore aujourd'hui, mais en tout cas la tendance va vers ces éléments-là. Alors, toute la partie interne, vous avez le corollaire sur la partie business, parce qu'aujourd'hui, l'accessibilité, c'est un enjeu économique. Quel que soit vous avez en termes de chiffres à peu près entre 10 et 15%, ça va dépendre des statistiques, mais entre 10 et 15% de la population qui est handicapée. Et on est près de la moitié de la population si on considère les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire des personnes qui... et je vais prendre un parallèle avec la vie concrète. Voilà, vous avez une poussette, vous êtes dans la rue, vous voulez prendre le métro. Je pense que ça concerne quelques personnes autour dans la salle. Prendre le métro à Paris quand on a une poussette, c'est juste très compliqué. Si vous êtes dans d'autres villes, alors j'ai la chance d'habiter Lille, à Lille, le métro est accessible. C'est pas tous les jours, je ne vois pas des fauteuils roulants, je vois quasiment tous les jours des poussettes. Donc voilà, on élargit son spectre d'utilisateurs et donc du coup c'est un vrai enjeu business. Quand on fait du commerce, il faut savoir qu'aujourd'hui vous avez l'émergence du e-commerce et notamment pour toutes les personnes qui sont handicapées, le e-commerce est une véritable opportunité. Imaginez, je suis aveugle, je ne vais pas me balader dans un magasin pour aller regarder les produits, je ne les vois pas, en plus je ne vois même pas le prix. Donc c'est déjà compliqué, indépendamment du fait que j'aurais peut-être du mal à trouver le magasin. C'est autre chose. Je suis en situation de handicap moteur. Si je suis dans une grande surface, il y a des objets que je ne pourrais pas prendre parce qu'ils sont trop haut placés. Et peut-être que les espaces de voirie ne me permettront pas de me déplacer dans ces espaces parce que la voirie n'a pas été adaptée. Je suis en situation de handicap auditif. Je vais devoir parler à une hôtesse à un moment ou à un autre. Et donc là, si la personne n'est pas en capacité de me comprendre ou que je ne suis pas moi en capacité de lui parler, parce que je ne comprends pas bien ou je ne sais pas bien parler la langue française, je vais être en difficulté. Donc, vis-à-vis de ces situations handicapantes, la solution du web est une véritable solution. Alors là, j'ai parlé business, mais vous avez exactement le parallèle par rapport aux services de l'ensemble des administrations. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui vont préférer faire des démarches à distance plutôt que de récupérer pour aller, de se déplacer, aller en centre-ville. En général, en plus, on essaie d'éviter que les personnes se déplacent en voiture. Le stationnement est parfois compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de favoriser
l'ensemble de cette démarche. Alors, je vais vous présenter un petit film donc, sur du e-commerce pour vous montrer que ce n'est pas toujours évident. Et en l'occurrence, un contre-exemple. Alors, je vous rassure, parce que s'il y a des représentants de cette société-là dans la salle, le site a évolué, ça n'est plus le cas. Donc, j'ai fait une impression, on va dire, à un instant T d'une situation qui n'est plus actuellement, mais qui a existé. C'est Auchan. Je vais vous présenter rapidement les manières dont on peut utiliser Internet grâce à des outils prévus pour les personnes déficientes visuelles. Je vais aller sur un site de e-commerce et je vais essayer d'aller ajouter à mon panier un ensemble de produits. Pour ce faire, je vais deux outils. Le premier s'appelle ZoomText, que je vous montre à l'instant, qui permet donc d'agrandir l'ensemble des informations présentes à l'écran et qui vont en plus permettre de présenter une information sur un plan vocal. Je vois mon produit, donc mon saumon. Ah, je cherche le bouton ajouter au panier, je ne le vois pas, je vais donc le deviner. Ah, et le voilà. Vous voyez que c'est compliqué, on a une information, mais parfois elle est même visuellement totalement non disponible. Ensuite, on va utiliser un autre logiciel qui s'appelle JAWS et qui va en fait récupérer l'information de manière séquentielle. Là, j'ai des liens, je vais taper directement hop, ajouter au panier et je constate que je n'ai l'information que de ajouter au panier, ce qui ne me permet pas d'identifier quel est le produit que je vais ajouter au panier. Donc, je ne suis pas en mesure de pouvoir utiliser ce site pour pouvoir faire ma liste de courses. Bon, je pense que ça se passe de commentaires. L'objectif numéro 1 de ce site, c'est de vendre, de faire que les gens puissent ajouter au panier. Je ne suis pas en capacité de le faire et je ne vous ai même pas montré le système qui permet de payer. Parce que souvent, ce qui arrive aussi, c'est qu'au moment du paiement, alors vous avez choisi carte bleue, et là vous avez le choix entre image 1, image 2, image 3. Bon, c'était la carte bleue, c'était la Mastercard ou la carte spécifique. Faut-il encore le savoir? Donc voilà, typiquement, ce sont des freins. D'autant plus quand vous êtes sur les systèmes de paiement, hein, on a besoin d'être rassuré. En l'occurrence là, il arrive souvent qu'on ne le soit pas du tout. Et ce sont vraiment des exemples concrets hein, qui vous illustrent tout ce que l'on peut faire dans le domaine du e-commerce et plus globalement hein, de l'accès à l'information par rapport à des situations contraignantes, en l'occurrence de déficience visuelle, mais vous avez exactement la même chose. Je pense que faites un petit test juste chez vous ce soir, vous essayez de naviguer sur vos sites préférés sans utiliser la souris. Et on en reparle. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se dire que derrière l'accessibilité, vous avez des enjeux économiques. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que vous avez un marché et qu'il ne faut pas le négliger. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui d'important. Juste pour un détail, mais qui a quand même son importance, il n'y a rien de plus convergent qu'un moteur de recherche et un aveugle. Quand on voit les investissements qui sont faits dans le domaine du référencement, sachez que pouvoir rendre son site accessible va vous permettre aussi d'être mieux référencé. Parce qu'il ne faut pas imaginer, un moteur de recherche ne comprend pas une image. Il comprend juste l'alternative de l'image, comme une synthèse vocale peut le comprendre. Là, je vous ai parlé business. Il y a un élément dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, c'est innovation. Aujourd'hui, de se dire que l'accessibilité et l'innovation sont convergents, c'est juste une évidence pour Mobilog. Mais en fait, vous le savez tous, mais vous l'avez peut-être déjà oublié ou vous n'êtes pas encore au courant, c'est qu'il y a un certain nombre de produits, et un produit que vous utilisez tous les jours, qui a été développé pour une situation de handicap et que vous êtes tous contents de pouvoir utiliser tous les jours. D'après vous, c'est quel outil? La télécommande, je l'ai entendu un peu partout. Donc il y en a qui sont quand même au courant. Bon, en fait, l'idée, elle est simple. Quand on travaille, quand on est en situation de handicap, on est obligé de trouver des solutions. On va dire que la contrainte crée la créativité et donc l'innovation. On a développé au sein d'Urbilog, on a constaté une chose au sein d'Urbilog, c'est qu'il y a énormément d'investissements qui sont faits aujourd'hui dans le domaine de l'accessibilité, et notamment de l'accessibilité des espaces publics. Alors quand je dis espace public, c'est au sens large du terme, privé-public. Ce sont des commerces, ce sont des écoles, ce sont des mairies, on va dire l'ensemble de ce qu'on appelle des ERP, des établissements recevant du public. Il y a des investissements colossaux qui sont faits pour aménager ces espaces pour qu'ils deviennent accessibles. Dieu sait qu'on avait du retard. Je suis un petit peu moins pessimiste que les chiffres que vous pouvez voir circuler, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 15%. Certes, on n'est peut-être pas encore au niveau, néanmoins, il y a eu une grande, on va dire, un grand progrès
notamment par rapport aux constructions du neuf qui ont été faites. Et aujourd'hui, l'accessibilité est quasiment systématiquement intégrée dans les cahiers des charges, que ce soit d'ailleurs dans les espaces numériques que dans les espaces publics. Donc ça, c'est vraiment un gros progrès. La loi de 75 n'a pas permis de faire largement évoluer ce sujet parce qu'en fait, il n'y a pas eu de contraintes financières et autres. Ça a vraiment changé depuis la loi de 2005, même si les efforts restent à faire. Hein. Tout n'est pas gagné, mais en tout cas, on est sur une bonne tendance. Hein. Encore ce matin, notre Premier ministre disait qu'on était sur une bonne tendance concernant les économies budgétaires. Donc je pense qu'on est à peu près dans le même domaine par rapport à l'accessibilité. Néanmoins, des efforts restent à faire. Donc l'innovation, on a constater une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements, sauf qu'il n'y a aucune communication qui est faite autour de ça, et les premiers utilisateurs ne sont même pas au courant que vous avez rendu vos espaces accessibles. C'est un petit peu dommage. Et je vois mal une grande entreprise, ou même une grande collectivité, faire de la communication corporate sur ce sujet, parce que c'est quand même un peu délicat. Il n'y a que EDF qui a quand même fait une publicité télévisée il y a quelques années, en 2003, l'année européenne du handicap. Donc il y a d'autres moyens aujourd'hui, et notamment des moyens très pratiques. Et c'est là où Urbilog a développé une solution destinée aux personnes handicapées, permettant d'identifier les espaces physiques accessibles, les établissements recevant du public. Donc je pense que plutôt que de faire un grand discours, je vais vous présenter une petite vidéo. Je pense que vous allez tout de suite comprendre. Donc voilà, c'est très simple. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que chacun puisse facilement se déplacer dans ces espaces en sachant où on a la capacité de retrouver des espaces accessibles. Hein. Si vous êtes en fauteuil roulant et que vous vous déplacez dans la ville et qu'on vous dit, parce que c'était encore le cas il y a quelques années, quand en fait je fais régulièrement des formations avec quelqu'un qui est en fauteuil et forcément quand il s'agit de prendre un hôtel, c'est toujours à lui qu'on demande parce que c'est lui qui a les plus grosses contraintes. Et quand il fait le tour des hôtels et qu'on lui dit si, l'hôtel est accessible, il y a juste une marche à l'entrée. Ça change. Mais néanmoins, il y a 6 ans, c'était encore le cas. Donc voilà, je pense que ce type d'outil aujourd'hui est important. 1, pour valoriser vos efforts en termes d'accessibilité, et 2, pour permettre à des personnes qui en ont le besoin, tout simplement de l'utiliser, et surtout de les avoir sur eux, parce qu'il faut savoir aujourd'hui, et je pense que c'est important de le savoir, et quand on parlait d'innovation, il ne faut pas négliger le fait que vous avez des outils aujourd'hui qui permettent clairement de compenser largement des problématiques. J'ai dans les mains un iPhone, alors en l'occurrence ça pourrait être totalement inaccessible, parce qu'en termes de reconnaissance tactile, j'ai que du lisse, donc pas possible, et tout est visuel. Sauf que, et ça, merci Steve Jobs, parce que je pense que ça a été une volonté de leur part de vouloir l'intégrer au départ, c'est qu'ils ont tout de suite intégré un certain nombre d'éléments liés à l'accessibilité. D'ailleurs, si vous en avez un, vous allez regarder dans les réglages généraux, vous avez accessibilité, et vous voyez que quasiment tous les handicaps sont représentés. Et ça, c'est amusant parce que parfois on se retrouve avec différents handicaps autour d'une table et en fait on constate qu'on a tous le même appareil. Pourquoi ? Parce que c'est non pas qu'ils soient meilleurs que les autres, mais en tout cas ils ont fait un réel effort pour pouvoir rendre accessible son information. Alors je vais juste vous montrer. Alors, en l'occurrence, vous allez être comme moi, vous n'allez pas voir parce que vous êtes trop loin pour voir mon écran, mais vous allez comprendre ce qu'il y a sur mon écran. 10h58, notification. Déverrouiller. Prendre une. Déverrouiller. Je vais quand même utiliser 2 mains, c'est plus pratique pour moi. Oui, justement, je cherche. Je le prends, c'est bon, je vais le mettre. Facebook. TuneIn Radio. Alors, Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. Alors, je vais mettre un peu moins rapidement. 55%, 5, 44, 30, 30%. Facebook. Page 1 sur 3. Ajustable. Téléphone. Mail. Safari. Musique. Alors là, vous voyez, là, je suis en train de parcourir tout simplement mon iPhone. Pour ceux qui connaissent les interfaces, ils vont s'y retrouver. Alors, je vais juste vous montrer rapidement une petite application qui est accessible. Safari, Mail, Facebook, TuneIn, Twitter, SN Contact, SNCF Direct.
SNCF Direct. Mégare. Bouton. Arriveur. 4. L'Usarche. 125 429, 30. Voilà, le train de 11h04 qui va à l'Usarche, les voies 30. Alors pourquoi? Parce que je fais régulièrement le Paris-Lille. Parce que je suis lillois et je suis régulièrement sur Paris. Donc j'ai utilisé une petite, j'ai téléchargé une petite application qui permet de savoir sur quel quai se trouve mon train. Et en l'occurrence, c'est une application accessible. Alors malheureusement, toutes ne le sont pas. Ça va dépendre de la manière dont vous les avez développées. Mais sachez que ce sont des véritables opportunités. Et quand on parle d'innovation, il faut bien penser que les personnes handicapées sont souvent obligées d'être technophiles, en tout cas de posséder des outils de technologie, parce que c'est quand même des éléments de sécurité, et deux, des éléments qui vont leur simplifier la vie. Donc voilà, l'innovation et l'accessibilité, ce sont des vrais enjeux. Alors maintenant, la question c'est concrètement comment ça se passe dans votre entreprise, dans votre structure, pour intégrer la démarche d'accessibilité. La première chose qui me semble totalement indispensable, c'est de sensibiliser les acteurs des projets informatiques, notamment web, à l'intégration de l'accessibilité. On est latin et on aime savoir pourquoi on travaille. Si vous demandez à quelqu'un d'intégrer de l'accessibilité et que vous ne lui expliquez pas pourquoi, vous allez avoir globalement un rejet. Si vous ne montrez pas qu'il y a des enjeux économiques et que ça sert à des gens, il n'y a pas d'implication. Et du coup, vos projets risquent de perdre en efficacité par rapport à l'accessibilité. Alors, Urbilog organise très régulièrement, et je suis en train de me dire, cette année, j'en ai jamais organisé autant, en tout cas programmé. Je me dis, on est encore obligé de le faire aujourd'hui, même si la loi date de 2005 et que l'accessibilité maintenant fait plus partie de notre environnement que n'a pu le faire auparavant. Néanmoins, c'est indispensable. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas, il faut pas économiser une sensibilisation, parce que ça permet vraiment de faire avancer vos projets. Une fois que vous avez sensibilisé les acteurs, vous rentrez dans la deuxième phase. C'est oui, j'ai des outils déjà existants, mais où on en est en termes d'accessibilité. Et c'est là où on doit passer sur la partie audit, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de faire un état des lieux à un instant T de l'accessibilité de votre outil. Alors évidemment, quand on prend un site internet, on ne prend pas toutes les pages d'un site internet, hein. On va identifier les pages représentatives d'un site internet, et en général, une quinzaine de pages est largement suffisant, même si vous avez un site de e-commerce, même si vous avez un site qui fait des milliers de pages, en général, 15 pages vous permettent d'identifier le niveau d'accessibilité de votre site. Une fois que vous avez fait ça, en fait, il faut avoir un audit avec une double ouverture, hein, un petit peu comme je vous ai présenté tout à l'heure, une ouverture à la fois technique et utilisateur. Si vous demandez à l'aveugle du coin de vous demander si votre site est accessible, il va se passer ce qui s'est passé avec le Premier ministre d'il y a quelques années. Il avait demandé à une personne aveugle de faire l'audit de son site, et puis en fait, in fine, il a dit si, le site est très accessible. Sauf que pour l'avoir fait avec mes collègues techniciens, en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait un certain nombre de liens, donc de portes, qu'ils n'avaient pas pu voir. Donc du coup, à défaut d'être accessible à 100%, il était à 40%. Voilà, c'est important de prendre en considération qu'on ne peut pas, et c'est vice-versa, c'est-à-dire que des techniciens seuls ont parfois des difficultés à appréhender l'usage. Et c'est là où l'implication d'un volet technique et d'un volet utilisateur est important dans la démarche de l'audit. Après, l'idée, effectivement, c'est de proposer des solutions, donc toujours avoir un cahier de préconisation, et de pouvoir identifier les points essentiels. Hein. Quand on fait une restitution d'audit, on identifie les points bloquants, les points à améliorer et les points positifs. Pourquoi ? Ça vous permet tout simplement de pouvoir déjà identifier le périmètre des actions. Si on a des points bloquants, on peut peut-être commencer par eux. Et parfois, ce n'est pas forcément très impactant. Dernièrement, j'ai fait l'audit d'un site de banque. J'avais 2 points bloquants. Le premier, c'était l'accès au compte, et le deuxième, c'était la navigation. Sauf qu'en termes techniques, franchement, il n'y en avait pas pour plus d'une journée de développement. Donc c'était facile de décider de prendre ça comme priorité. Et c'est vraiment la démarche, quand on réalise un audit, c'est de pouvoir facilement vous donner les axes prioritaires vers lesquels vous devez agir. Donc une fois qu'on a fait un audit, on a tout, mais on n'a rien fait. Donc il faut accompagner. Et c'est là où Urbilog vous accompagne tout au long de votre projet. Alors,
On le fait de A à Z, c'est-à-dire que si on arrive en amont du projet, on peut commencer par les wireframes, ce que certains appellent aussi le zoning. Ensuite, sur les maquettes graphiques, parce qu'on peut commencer à travailler sur les maquettes graphiques, notamment vis-à-vis de la disposition des éléments et des couleurs. Ensuite, on va travailler sur les maquettes HTML. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, puisqu'on est sur les technologies et au travers des navigateurs. Et ensuite, on va accompagner au niveau de l'intégration, c'est-à-dire que c'est au moment où votre prestataire est en train d'intégrer l'ensemble de composer les pages de votre site internet ou de votre application, on peut intervenir, et alors si possible pas à la fin, tout au long du processus, parce que si on commence à voir que le menu de navigation n'est pas accessible, ça on le verra dès la première page. Et une fois qu'on a résolu le problème, on l'aura identifié sur l'ensemble du site. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une disposition qui peut se faire tout au long de la fabrication du site et qui est en fait relativement peu impactante en termes de temps parce qu'on va être de manière très ponctuelle sur des points clés, des moments clés de la construction d'un site internet. Et in fine, en fait, une fois que votre site est accessible, l'idée c'est aussi de pouvoir vous faire de la recette accessibilité, parce que c'est quelquefois important de savoir qu'en termes d'usage, on est bon. Et des attestations RGA, alors pour ceux qui sont sur des contraintes un peu plus légales, et alors je pense notamment aux services publics, c'est un outil qui permet, un, de communiquer, et deux, tout simplement de valider le fait que votre site est accessible. Et donc on est en mesure de réaliser des attestations RGA pour vous accompagner et vous valider le fait que la démarche et l'investissement que vous avez fait sur le sujet a bien été couronné de succès. Alors, ce qui est important aussi, et je pense que ça concerne chacun d'entre vous, je vous ai expliqué en tout début de présentation qu'Urbilog était une petite société. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous transmettre une bonne partie de l'expertise que l'on a, parce que chacun de vos acteurs dans vos projets sont en mesure d'intégrer environ 70% de la démarche accessibilité. La vraie volonté d'Urbilog, c'est de pouvoir former vos équipes. Alors, les formations sont diverses. Vous avez des formations, par exemple, des chefs de projet, parce que c'est quand même eux qui gèrent les projets. La formation des contributeurs. On pense souvent aux développeurs, mais on pense rarement aux contributeurs ou on va dire aux responsables éditoriaux d'un site Internet. Or, quand vous avez un site Internet, il faut savoir qu'il évolue tous les jours. Et que, en l'occurrence, la personne qui va mettre à jour le site a presque autant de responsabilités en termes de contenu accessible que celui qui a réalisé le site sur un plan technique. Et il ne faut pas négliger le fait d'intégrer dans le processus de transfert de compétences les personnes qui vont au jour le jour vous apporter, on va dire, du contenu sur vos sites internet. Et donc voilà, on a un certain nombre de cycles de formation allant on va dire du moins technique jusqu'au plus technique. On forme également sur du HTML5, en sachant que notre directeur technique fait de la veille permanente sur ce sujet, et c'est pour ça que je parle souvent d'innovation dans ma présentation, parce que pour nous, la vraie opportunité, c'est justement de travailler sur ces nouveaux, alors je dis nouveaux parce que tout le monde n'a pas encore intégré le HTML5, d'ailleurs quelquefois pour des raisons tout simplement de navigateurs en interne dans l'entreprise, mais il faut savoir que ce sont des vrais outils aujourd'hui qui permettent d'intégrer le plus facilement possible l'accessibilité, qui sont des vraies opportunités, notamment pour remplacer d'autres technologies type Flash, qui sont relativement peu compatibles, voire incompatibles, notamment avec toute la partie mobile et tablette. Donc voilà la démarche, en sachant que évidemment le plus compliqué pour un site internet ou une application, c'est pas forcément de devenir accessible, c'est de le rester. Donc gardez-vous ça bien en tête. C'est pas parce que vous avez obtenu un site accessible que vos efforts sont terminés. Soyez vigilants. Et la meilleure façon d'être vigilant, c'est aussi d'avoir des outils qui vous permettent de vous accompagner dans ces composants. Et Urbilog est créateur d'outils permettant justement de rapidement avoir une idée du niveau d'accessibilité de votre site internet. Donc voilà, si vous voulez, en quelques mots, les étapes clés de la démarche accessibilité au sein de votre entreprise ou de votre structure. C'est quelque chose que l'on fait maintenant depuis 10 ans.
On a accompagné des dizaines de sociétés, des centaines de projets. Je vous assure que ça se passe toujours relativement bien avec la complexité parfois des projets, c'est-à-dire parfois vous avez des éditeurs, parfois vous avez des prestataires, et avec un S. Et donc du coup, nous, on s'intègre vraiment dans ce domaine complexe de manière à pouvoir facilement intégrer l'accessibilité et pouvoir, on va dire, retirer le meilleur de l'accessibilité. On n'ira pas forcément à vous donner du 100%, parce qu'on sait pertinemment qu'obtenir du 100%, que ce soit dans la sécurité, ou que ce soit dans l'accessibilité ou dans plein d'autres domaines, c'est strictement impossible. Par contre, d'essayer de faire émerger les 80% qui sont les plus faciles à faire, parce que la politique des petits pas est quand même nettement plus efficace que la politique du grand pas. Petit à petit, vous pouvez tous, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, valoriser vos espaces numériques de manière à ce qu'ils soient plus accessibles. Merci Mathieu. Donc je remercie Mathieu Froidure. Donc je vais refaire un petit tour de table parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées depuis tout à l'heure. Donc merci Monsieur Mathieu Froidure, donc directeur associé d'Urbilog, qui nous a donc fait un tour de l'aspect technique de l'accessibilité numérique et de la mise en accessibilité avec des exemples concrets. Voilà, je te remercie d'avoir vraiment illustré ça de manière très concrète et d'avoir illustré voilà, la notion de contraintes et comment nous passons de contraintes et comment ces contraintes sont des opportunités pour l'innovation. Nous allons maintenant ouvrir le thème avec Madame Stéphanie Lucien-Brun, donc, qui est représentante de la Fabrique à Liens et porte-parole du CFHE, et qui va nous faire une articulation entre la partie un peu plus technique et l'usage, et un peu les rapports entre les principes fondateurs et ce qu'elle appelle donc les réalités d'expérience. Puis nous finirons ensuite par Madame Julie Ouriez, responsable édition multimédia de Signes de Sens, avec qui nous ouvrirons encore plus ce thème sur des notions de pédagogie. Et voilà, nous verrons que l'accès ne fait pas l'accessibilité. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à Madame Lucien-Brun. Merci de me laisser la parole. Donc, je suis Stéphanie Lucien-Brun. Alors, je ne suis pas porte-parole du CFHE, je suis animatrice du groupe de travail handicap et numérique du CFHE. Donc l'objectif de l'intervention que je vais essayer de garder relativement courte pour que nous puissions vraiment échanger, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'être un nombre qui permet quand même de pouvoir dialoguer. L'objectif de mon intervention, c'est vraiment de remettre... Alors Mathieu nous a présenté de façon extrêmement riche, avec beaucoup d'exemples, toute la problématique du côté... d'un point de vue à la fois effectivement de l'expérience utilisateur et du point de vue de l'offre de services numériques accessibles, je vais avoir un point de vue qui est celui d'un cadre plus général vu du point de vue des mouvements de personnes handicapées. Donc dans un premier temps, je vais un peu vous expliquer d'où je vous parle, et puis après, pour ce mouvement de personnes handicapées, quels sont aujourd'hui les enjeux quand on parle d'accessibilité numérique. Donc le CFHE, dont j'anime le groupe de travail handicap et numérique, est le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes. Le CFHE a été fondé en 1993 et c'est en fait, dans le cadre de la construction européenne, la Commission européenne, désirant travailler avec des interlocuteurs dans les différents pays, plutôt que de se retrouver en relation avec un ensemble d'associations dans l'ensemble des pays membres de l'Union, a encouragé et facilité le développement de conseils nationaux. Donc dans ce cadre-là, le conseil a été créé en 1993 par 8 associations fondatrices. Aujourd'hui, ce sont plus de 50 associations françaises qui sont membres du CFHE et qui, à travers cette coordination nationale, vont, à travers le Forum européen, que je vais vous détailler après, faire remonter aux instances publiques et aux ONG européennes un certain nombre d'études, de propositions, d'exemples de bonnes pratiques, de problématiques qui peuvent exister au niveau français,
Et dans l'autre sens, le CFHE agit au niveau national, aussi bien auprès donc, des instances politiques qu'auprès de l'ensemble des associations pour que les législations de l'Union européenne et les bonnes pratiques aussi, qui sont nombreuses en Europe, puissent effectivement profiter aux personnes handicapées en France. Donc les missions du CFHE, c'est bien d'assurer cette concertation régulière au sein du réseau international et puis de pouvoir porter vers les instances européennes un ensemble de problématiques. Ça, dans une logique d'action. On est sur un collectif national qui est vraiment la courroie de transmission entre le niveau européen et le niveau français, sachant que le CFHE n'agit bien évidemment pas que dans le champ de l'accessibilité numérique, dont c'est un des sujets parmi tant d'autres, la liberté de mouvement, les transports, le travail, etc. Ça couvre tous les champs de la législation européenne. Le Forum européen des personnes handicapées, c'est donc une organisation non gouvernementale qui est aujourd'hui donc la seule plateforme européenne des personnes handicapées qui est gérée par des personnes handicapées ou des familles de personnes handicapées qui ne peuvent pas se représenter elles-mêmes, donc notamment des personnes en situation de handicap mental, polyhandicapées. Et les missions du Forum européen sont de promouvoir l'égalité des chances des personnes concernées et de protéger leurs droits humains en garantissant, et c'est un point sur lequel le Forum européen insiste, en garantissant qu'aucune décision concernant les personnes handicapées ne soit prise sans les personnes handicapées. Un slogan donc en anglais qui est « Nothing for us without us », ce qui est traduit un peu moins bien en français de « rien pour nous sans nous ». Le Forum européen a donc été créé en 1996, donc après un certain nombre d'associations nationales, et donc travaille sur un ensemble de champs. Alors, autour de l'accessibilité numérique, parce que voilà, là maintenant je vous ai un peu situé l'articulation entre ces deux associations, autour de l'accessibilité numérique au sens vraiment général du terme, le Forum européen et le CFHE travaillent à partir d'un certain nombre de partis pris. Donc le premier de ces partis pris, c'est vraiment que le numérique n'est plus une option. Ça peut sembler évident de le dire comme ça. On a tous effectivement nous sommes un certain nombre à avoir des smartphones ou en tout cas des téléphones mobiles dans nos poches. En même temps, il faut se souvenir que ça avance très vite et qu'il y a quelques années se posait encore la question du choix d'utiliser ou non, d'avoir accès ou non. Aujourd'hui, la position est de dire, ben voilà, quoi, c'est pas un luxe et c'est pas quelque chose en plus que le numérique. L'accès au numérique, que cela soit au réseau, aux interfaces, au contenu, à des dispositifs sociotechniques. Alors, par exemple, un dispositif de formation à distance pour des étudiants ou dans le cadre de la formation continue. Tous ces dispositifs conditionnent aujourd'hui l'accès à un ensemble de droits, le droit à une vie autonome, le droit à l'éducation, le droit enfin bon, je ne vais pas vous faire tous les droits qui nous concernent chacun d'entre nous. Et ces droits ne sont pas théoriques. Donc finalement, il y a une articulation entre l'accès aux droits et l'accès des organisations sociotechniques, c'est-à-dire à la fois techniques et sociales, qui en permettent l'exercice réel. L'autre parti pris, c'est que le numérique inclusif, au-delà d'une intention, parce que c'est vrai que d'un manifeste, d'un slogan, parce que c'est vrai que ça peut être des jolis mots, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure des développements technologiques. Alors, il y a des situations T où des choses sont accessibles, et Mathieu l'a très bien donné en exemple, à l'instant T plus un mois, finalement, ça n'est plus accessible. Donc cette question du numérique inclusif, c'est un effort, c'est un effort au sens travail positif, on va dire. C'est un effort permanent et qui est l'objet de choix et aussi de contraintes, parce que je pense que la logique de contraintes est aussi celle qui a fait avancer. Je ne sais pas si on peut dire merci Steve Jobs pour l'accessibilité de l'iPhone, ou si on peut dire merci les réglementations américaines qui font qu'aujourd'hui un certain nombre d'industriels ont beaucoup moins de liberté
avec la non-accessibilité de ce qu'ils développent que ce qu'on peut trouver dans le cadre européen. Je ne sais pas, là, ce serait peut-être à débattre avec les industriels. Et donc, le troisième parti pris, c'est que on est vraiment dans un besoin de faire évoluer les cadres politiques, législatifs, réglementaires, et qu'ils sont importants pour trois dimensions qu'ils portent, qui est la dimension de facilitation, d'incitation, et aussi la dimension coercitive, parce que la bonne volonté n'a pas réussi à changer le monde jusqu'à maintenant, et qu'il y a peu de chances que ça se passe demain. Donc voilà, là-dessus, le mouvement des personnes handicapées est assez clair sur l'importance des cadres réglementaires et de la façon dont ils doivent effectivement pouvoir aussi porter un certain nombre d'obligations. Le cadre de référence, et je surveille l'heure, non mais c'est bon, je suis assez bonne pour l'heure, je pense. Le cadre de référence, c'est la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Donc juste par rapport à ça, qui parmi vous sait qu'il existe une convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées? Est-ce que vous pouvez lever la main, en fait, que je vous vois, si vous connaissez l'existence de la convention? Ok, donc je me permets juste de redonner le contexte pour cette convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Elle a été adoptée donc en 2006 au siège de l'Organisation des Nations Unies, aboutissement d'un travail de plusieurs années mené au niveau mondial par un ensemble de parties prenantes, donc associations, mouvements de personnes handicapées, toutes situations de handicap confondues, acteurs publics, ONG, etc. Et ce texte, c'est en fait le premier grand traité du XXIe siècle en matière des droits de l'homme. Et en fait, c'est la première convention des droits de l'homme qui a été ouverte à la signature des organisations régionales. Et c'est donc dans ce cadre-là que l'Union européenne l'a signée en 2007, ratification en 2010 et l'entrée en vigueur en 2011. C'est un texte extrêmement important aujourd'hui pour les... un peu moins fort, pour les associations de personnes en situation de handicap, mais pas seulement. C'est un texte important pour les personnes, pour les associations, parce que c'est un cadre mondial, dont il y a quand même aujourd'hui, je crois, plus de 150 pays qui ont ratifié la Convention. L'Union européenne a signé, et cela fixe, en fait, un certain nombre de... Enfin, ça fixe la façon dont devraient pouvoir s'exercer les droits des personnes en situation de handicap. Et cela peut et c'est utilisé comme un levier pour faire avancer les dispositions nationales. Autour de l'accessibilité numérique, alors le texte de la Convention, je vous en parle un peu parce que c'est vrai que c'est aussi un outil qui peut permettre de mesurer là où il existe des écarts très importants, non existants, entre les législations nationales et cette convention internationale. Notamment autour du numérique, si on prend la loi donc, du 11 février 2005 autour du handicap, l'article principal qui évoque la question numérique est l'article 47 autour de l'accessibilité des sites web. Alors on pourra peut-être revenir un peu plus dans la discussion là-dessus. Il faut juste savoir que sur la Convention des Nations Unies, la question de l'accessibilité, en fait, elle constitue à la fois, l'accessibilité au sens général du terme, c'est déjà un des principes généraux fondateurs de la Convention, ça c'est son article 3, que l'accessibilité numérique, des technologies de l'information et de la communication, elle constitue une provision autonome et un article à part entière qui est l'article 9, et que les technologies de l'information et de la communication sont nommées en tant que telles en lien avec l'accès à la liberté d'opinion et d'expression et d'accès à l'information, très clairement explicité dans cette convention. Donc ça, on est sur l'article 21. Et puis, l'accès à la programme télévisé, c'est l'article 30. Enfin voilà, il y a une série d'articles qui ont, à la source, intégré
que les technologies de l'information et de la communication étaient effectivement constitutifs d'une accessibilité et de la capacité à pouvoir exercer un certain nombre de droits. Donc cette convention sert effectivement aujourd'hui de cadre de référence au niveau européen pour les mouvements de personnes handicapées, pour pouvoir faire avancer les choses, et au niveau français aussi inspire de plus en plus un certain nombre d'acteurs. Voilà pour la convention, et je voulais... Alors, une provision autonome, alors n'étant pas juriste, je ne pourrais pas vous donner la définition précise de ce qu'est une provision autonome, mais en fait, c'est l'article 9, en tant que tel, traite de la question de l'accessibilité numérique, en fait. Ça veut dire que ce n'est pas un ensemble d'éléments qui sont intégrés à différents articles, mais dans le travail préparatoire et dans la convention finale, il a été effectivement intégré cet article 9, autour, alors je vais vous lire juste le début de l'article 9, si vous voulez comprendre. Les États parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, donc, aux personnes en situation de handicap, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, au transport, à l'information, à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l'identification et l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité, s'appliquent aux services d'information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d'urgence. Donc là, effectivement, on est sur quelque chose qui, d'emblée, décide qu'effectivement, un certain nombre de services n'ont plus l'option et le choix d'être accessibles ou non, mais sont considérés comme devant, de fait, être accessibles. Voilà. Et avec derrière, effectivement, des recommandations... L'incitation à prendre des mesures appropriées pour élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives, assurer aux parties concernées une formation, promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies d'information, avec derrière des incitations à la recherche, etc. Donc c'est en ce sens où tout l'article 9, en fait, traite de cette question de l'accessibilité numérique. Donc pour finir sur la Convention, ce qui me semble vraiment important par rapport à ce texte, alors... Évidemment, avec toutes les questions qu'on peut se poser entre un texte qui a été construit à New York, qui est une convention internationale, et la façon dont il va se transposer en expérience vécue par chacune des personnes qui a besoin, effectivement, d'avoir accès à des interfaces, à des contenus, etc., comment ça se déroule, quoi, où se passent les décisions, etc. Là, on pourra aussi, je pense, en rediscuter. Néanmoins, ce qui semble intéressant par rapport à cette convention, c'est qu'il y a une multiplicité des références aux technologies de l'information et de la communication, donc vraiment une reconnaissance de leur prévalence dans nos organisations de vie aujourd'hui, un accent mis sur le potentiel inclusif. Donc là encore, Mathieu nous a donné des exemples effectivement, des applications qui peuvent faire gagner en mobilité, en autonomie, etc. Et puis en même temps, une prise de conscience très forte que, compte tenu avec l'évolution technologique permanente et extrêmement rapide, finalement, là où il y a du potentiel d'inclusion, il y a aussi du potentiel de nouvelles barrières et de formes d'exclusion. Et comment, effectivement, on arrive à faire des choix, à prendre des décisions qui fait que l'on ne revient pas en arrière sur des avancées en termes d'accessibilité. Donc, cette accessibilité numérique, elle se pose vraiment dans ce continuum entre la technique, les usages qui en sont faits, et derrière, c'est vrai qu'il y a la question des interfaces et des contenus non accessibles. Il y a aussi toutes les appréhensions qui peuvent exister de la part des personnes elles-mêmes, sur la méconnaissance, le manque de confiance des utilisateurs. Il y a une démultiplication de l'offre. Comment, en tant qu'utilisateur, je fais les bons choix par rapport à mes besoins ? Reste extrêmement prévalente la question des coûts, et des coûts très élevés, notamment sur les technologies d'assistance. Donc ça, je pense qu'on va peut-être aussi amené à en reparler. Et sur le manque de ressources, à la fois d'information, de formation,
d'accompagnement qui vont permettre à chacun d'avancer dans le développement de ces usages. Donc aujourd'hui, un des enjeux, c'est bien de faciliter le développement d'usages numériques, individuels, collaboratifs, personnels, autant que professionnels dans une logique de choix et qui soit en cohérence avec les projets des personnes. En sachant que c'est vrai que là, émergent vraiment des interrogations fortes aujourd'hui avec des espèces de trous d'accessibilité. Les applications disponibles sur les smartphones, lesquelles sont accessibles ou non. Les tablettes, il y en a des accessibles, d'autres moins. La télé numérique, comment ça se passe. Donc, pour revenir à sur quoi Mathieu avait conclu, par rapport à tout ça et à ces évolutions technologiques, ça nous oblige certainement à penser l'accessibilité au cœur du processus d'innovation technologique plutôt que comme une solution ad hoc. Et en fait, ça nous interroge par ailleurs aussi, alors ça c'est une préoccupation du CFHE et du forum, sur la façon dont sont véritablement pris en compte les besoins des personnes en situation de handicap mental. On se retrouve avec effectivement des dispositifs qui requièrent des compétences cognitives qui peuvent être assez complexes. Et donc oui, je vais vous donner juste trois points autour de l'Europe. Premier point, l'agenda numérique pour l'Europe. On est vraiment sur le cadre politique. L'acte européen d'accessibilité, donc certains étaient là hier après-midi quand on en a parlé, et le projet de directive européenne pour l'accessibilité des sites web publics. Alors là-dessus, pour ceux que ça intéresse, au niveau du stand du Forum européen, European Disability Forum, qui est aussi avec le CFHE, vous avez notamment la position du Forum européen sur le projet d'acte européen d'accessibilité. Et puis on pourrait échanger sur la directive. Donc là, on est sur un programme politique et des dispositions, donc directives, qui ont une contrainte légale, puisque les directives font l'objet de transposition dans le droit national des obligations posées par la directive. En gros, si je veux prendre les points essentiels... alors attendez, juste par rapport à l'agenda numérique, ce qui est important, c'est autour de l'accessibilité numérique, c'est finalement cet accès au contenu, tout un ensemble de dispositifs pour que ce qui relève du paquet télécom soit effectivement mis en œuvre, et tout un travail aussi autour de l'accessibilité de la télévision. Donc le forum fait un travail sur chacun de ces volets en lien avec les associations nationales pour essayer, alors notamment à partir de situations très concrètes, de faire remonter la parole des personnes handicapées sur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Et sur la directive accessibilité des sites web publics. Aujourd'hui, il y a toute une discussion autour du périmètre d'application de la directive et de finalement qu'est-ce qu'on considère comme étant un site web public, etc. Donc voilà, là il y a un certain nombre d'éléments qui sont toujours en discussion. L'acte européen d'accessibilité est prévu pour 2013 avec un retard, en sachant qu'il y a des choses notamment les aides techniques, qui ne sont pas incluses aujourd'hui dans l'acte européen. Je vais m'arrêter là, en finissant par trois petits points de conclusion. La première, c'est qu'effectivement, du point de vue du mouvement européen, il est extrêmement important qu'en amont du développement d'un certain nombre de dispositifs, finalement, il y ait une participation la plus importante possible de personnes, d'associations qui puissent effectivement, en négociation avec l'industrie, le cadre réglementaire, etc., faire vraiment comprendre quelles sont les réalités d'usage et de vie, et qui font
que telle ou telle décision sont prises. Alors, je pense notamment au processus de normalisation, où autour de l'accessibilité numérique, aujourd'hui, il y a des gros chantiers. On est sur des points qui sont très techniques, ce qui peut poser des difficultés effectivement aux associations elles-mêmes, parce que ça veut dire qu'il faut avoir aussi les ressources qui sont en capacité de comprendre le contexte réglementaire, technique, etc., pour pouvoir l'influer. L'autre point pour conclure, donc, c'est même s'il y a des avancées significatives d'un point de vue techno, et en même temps, méfions-nous d'une illusion d'une accessibilité qui finirait par se développer de façon un peu intrinsèque. Je veux dire, l'accessibilité, c'est une histoire d'interaction, de dispositions très techniques qui se travaillent. Et voilà, je vais juste m'arrêter là-dessus. On puisse avancer. Merci beaucoup. Donc merci Stéphanie pour cette présentation. Comment passe-t-on de la technique à l'usage, de l'accès à l'inclusion, et d'avoir parlé de la dimension effectivement européenne de l'accessibilité numérique. À ce propos, si des personnes sont intéressées pour en savoir un petit peu plus sur ce European Accessibility Act, ainsi que également ce qui se passe au Japon et aux États-Unis, je vous conseille la conférence qui s'appelle Différentes politiques d'accessibilité dans le monde, en salle 4 à 13h. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Julie Auriez, responsable édition en multimédia de Signes de Sens, qui va nous parler d'accessibilité numérique et plus précisément de la notion de pédagogie et comment le numérique n'est pas un objectif mais plutôt un moyen pour la pédagogie. Allô ? Oui. Bonjour à tous, donc je m'appelle Julie Aurier, je suis responsable des productions multimédia dans une association qui s'appelle Signes de Sens, et je vais essayer de vous parler de l'accessibilité numérique d'un point de vue plutôt, on va dire, pédagogique, accessibilité numérique des contenus. Donc j'ai un peu la tâche d'ouvrir le sujet au contenu. Alors rapidement, par contre, je vais mettre là plutôt. Signes de Sens, donc qui on est, on travaille depuis 10 ans. Je suis désolée, il y a quelques soucis techniques. On travaille depuis 10 ans sur l'accès au savoir et à la culture pour les personnes sourdes. Et depuis 10 ans, on essaie d'expérimenter différents types de médiation, que ce soit de la médiation humaine, numérique, pour travailler sur cette accessibilité au contenu. Donc ça fait 10 ans, on est basé à Lille, on est voisin d'Urbilog, et on est un peu dans la même démarche, c'est-à-dire voir comment, à partir de contraintes que nous apportent les personnes sourdes, comment on peut innover au profit de tout le monde. Donc comme je disais, on a depuis 10 ans testé différents types de médiation. Donc comme vous voyez ici, à la fois médiation humaine. Donc on a créé par exemple un service de guide sourd qui permet à des musées de rendre accessible leur exposition, temporaire ou permanente. On a toute une production éditoriale, donc on a une dizaine de livres DVD qui permettent aux parents, enfants, de partager des moments ensemble, donc qu'on soit sourd ou entendant. On a aussi développé toute une réflexion sur le numérique au musée. Donc vous pouvez voir là-bas une expérimentation qui s'appelle Muséo, dont je vous parlerai un petit peu plus après, qui avait pour vocation, un peu comme l'édition, de créer des moments d'échange dans des lieux culturels comme les musées, qui finalement ont tendance à plutôt être dans une segmentation de l'offre, c'est-à-dire une offre par public. Donc vous avez l'offre pour les sourds, le grand public, déficients intellectuels, déficients visuels, etc. On est plutôt dans une réflexion de comment on peut réinjecter le partage et l'échange dans des outils qui sont conçus de façon universelle. J'en parlerai un petit peu après. Et puis, vous avez aussi un autre projet, donc Elix, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur Internet. Donc c'est Elix, E-L-I-X, _LSF, qui est un dictionnaire français langue des signes, qui donne accès non seulement aux signes, c'est-à-dire un mot, un signe, mais surtout au sens, c'est-à-dire aux définitions. Donc si vous cherchez pomme, vous avez la définition de pomme, donc vous savez ce que c'est avant de pouvoir utiliser un signe. Donc ce qui nous intéressait avec cet outil, c'était de pouvoir travailler sur la problématique d'illettrisme qu'on rencontre chez les sourds et de donner accès au sens, et donc au savoir et à la culture.
On a une pratique d'évaluation assez forte dans tous nos projets, ce qui nous caractérise un petit peu, puisqu'on arrive à travailler, vous voyez ici, à la fois avec des chercheurs et avec des publics, pour évaluer finalement tous ces outils qui sont innovants, mais par définition, comme ils sont innovants, ils n'ont pas encore été validés. Donc ce qui nous importe, c'est de partir d'objectifs, de concevoir et ensuite de chercher avec des chercheurs des protocoles d'évaluation qui sont adaptés, puisque c'est vrai que certaines techniques classiques comme l'entretien avec une personne sourde, ça peut être un peu délicat. Avec des enfants, les techniques de restitution, alors qu'on soit sourd ou entendant d'ailleurs, on sait que ça a une limite. Donc quel protocole on peut utiliser? Est-ce qu'on peut utiliser les dessins par exemple, ou la captation, l'observation, ce genre de choses. Donc on essaie aussi de réfléchir aux outils d'évaluation pour en tirer les meilleures informations possibles quant à l'appropriation et aux apprentissages. On a développé on a créé il y a 4 ans une société qui s'appelle Devisu Production et qui a pour vocation d'exporter tout ce savoir-faire que l'association a développé en innovation, en production de contenu numérique innovant, de l'exporter dans une société. Donc c'est une SAS dont l'unique actionnaire est l'association, donc c'est un montage un peu particulier, mais qui permet de prolonger aussi la vision de l'association dans des structures, par exemple des musées. Je parlerai beaucoup des musées parce qu'on travaille beaucoup avec eux. Donc des musées qui ont besoin par exemple d'un visioguide, d'une vidéo sur un site internet, peuvent faire appel à nous et bénéficier de toute cette expertise qu'on développe au sein de l'association auprès des publics. Vous avez un site internet si vous voulez avoir plus d'informations. Alors, pourquoi le numérique? Pourquoi les TIC? Puisque c'est vrai, comme je viens de vous dire, on travaille beaucoup, nous, sur la médiation, c'est-à-dire les outils, les médias qui peuvent faire le lien entre un public et un savoir, une information à transmettre. Comment on peut faire le lien entre les deux? Donc, les TIC, c'est la minute de pub. Chers visiteurs, en salle 1 va débuter la conférence endistrict.com, l'accessibilité pour tous, partout et en un clic. Cette conférence est animée par la société Kernix, Medialis et conjointement avec le CRT Paris-Île-de-France. Donc endistrict.com, l'accessibilité pour tous, partout et en un clic. Rendez-vous tout de suite, salle 1. C'est le moment pour ceux qui veulent... alors pourquoi les TIC, pourquoi le numérique? Avant tout, vous l'aurez compris, ce qui nous intéresse, c'est moins les outils, la partie, soit des tablettes, du numérique ou la partie technique qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est ça, c'est-à-dire l'usage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils qui apportent des possibilités qui n'existaient pas il y a 10, 15, 20 ans et qui permettent vraiment de renouveler le lien au public. Mais finalement, quelle expérience on peut proposer au public à travers ces outils. Donc là, je vous ai montré, je vous ai mis deux captures. Donc on développe à la fois des applications, par exemple sur tablette, ou des livres numériques qui permettent. Vous avez par exemple ici une maman et sa petite fille, donc il y a des troubles autistiques. Et qui, grâce à nos contenus très visuels, basés sur le mime, le geste, ils peuvent partager quelque chose ensemble. Pareil ici, vous avez donc frères et sœurs avec des compétences différentes qui peuvent profiter de la même activité ensemble. Donc, vous l'aurez compris, ce qui nous intéresse, c'est pas la technologie en tant que telle. Et j'ai l'habitude de dire que c'est pas la technologie qui fait la médiation. C'est vraiment ce que quelque part vous y mettez dedans. Donc, c'est vrai que ça peut paraître évident ce que je vous dis là, mais j'observe encore ce prisme de la technologie beaucoup dans la production. Et ce n'est pas la technologie qui fait la médiation. Et j'aime beaucoup cette petite image, donc, qui est une affiche de pub du musée des Beaux-Arts de Valenciennes, et qui montre un peu le prisme parfois très techno que les médiateurs ou les structures culturelles peuvent avoir. Par exemple, ici, on communique sur le fait qu'il y a un audio guide, pas sur le contenu ou l'expérience que l'on propose. Donc je trouve ça intéressant. Voilà, j'ai coutume de dire que l'accès ne fait pas l'accessibilité. Donc c'est vrai, la présentation de Mathieu nous montre comment la technologie, le numérique, nous permet d'accéder à des informations. Et c'est le premier pas. C'est comme rentrer dans un lieu. Si vous n'avez pas les conditions techniques d'accès à cette information, il y a déjà une difficulté. Par contre, une fois que vous êtes dans ce lieu, une fois que vous avez accès à un contenu, est-ce qu'il est compréhensible? Est-ce que vous y accédez en termes de sens?
Et donc c'est là où on rentre dans des problématiques d'accessibilité de contenu, d'accessibilité culturelle, d'accessibilité, on va dire, cognitive, c'est-à-dire est-ce que j'ai accès à l'information. Et donc finalement ne pas confondre les deux, l'accès et l'accessibilité. Alors une petite anecdote, par exemple, j'étais dans le métro il y a un an. Je me retrouve en face d'un visiteur étranger qui venait du Vietnam, qui cherchait sa direction. Donc je l'aide, on échange nos comptes Facebook, enfin nos noms sur Facebook. Et maintenant, j'ai accès à ces informations. Par contre, c'est écrit en vietnamien et je ne comprends rien du tout. Donc voilà, juste pour vous illustrer comment effectivement le numérique, la technologie, c'est super, parce qu'aujourd'hui je pourrais communiquer avec lui alors que je suis à Lille, il est au Vietnam, mais on a un petit problème de compréhension. Google pour la traduction ? Oui. Je ne suis pas allée jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a toujours des solutions. Alors, pour arriver à tout ça, quelle est la démarche par laquelle on passe, ou quelle est la démarche qu'on défend ? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les images. À votre avis, quelle est la différence entre, on va dire, cette colonne-là et cette colonne-là ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent, qui vous questionnent ? C'est-à-dire ? Alors, elles sont là ou là ? Alors, en haut, vous avez, alors je vais peut-être décrire. En haut, vous avez, donc c'est une photo que j'ai prise à l'aéroport, des fauteuils qui étaient installés dans un grand couloir au milieu de nulle part, avec les 4 pictos en haut des fauteuils, donc fauteuil roulant, déficience visuelle, auditive et handicap mental. Ensuite, ça c'est une photo que j'ai prise aussi dans l'avion. Donc on avait les explications des règles de sécurité dans l'avion avec donc vidéo, donc très illustrée, avec un petit médaillon langue des signes. Ici, c'est une photo que j'ai prise au centre Pompidou. Donc vous avez un espace un peu isolé avec du mobilier sur roulette, tactile. Donc pour trouver les photos des œuvres en tactile. Donc c'est ici. Alors ici vous avez voilà, les transports en commun avec la possibilité de rentrer pour tout type de public dans la rame. Ensuite ici vous avez un escalier donc à double entrée. Et ici vous avez une vidéo sur l'ergonomie. C'est une vidéo qui présente un peu les postures de travail, donc qui est entièrement visuelle. Et ici, j'aime beaucoup, ce sont des crayons de couleur avec des petits pictos qui s'adressent aux personnes avec daltonisme. Donc, c'est-à-dire il y a des petits pictos par couleur et les mélanges de couleurs. Donc, par exemple, si vous mélangez du rouge avec du bleu, vous retrouvez le violet qui est là et qui est le mélange des 2 petits pictos. Voilà, c'est des crayons de couleur qui ont été... Donc, je vous aide un peu. Ce qu'on peut constater, c'est que ici, vous avez des tentatives de mise en accessibilité. On voit, voilà, tout indique qu'il y a une intention. Par contre, c'est pour moi des intentions qui questionnent. Par exemple, si je suis déficient auditif, je peux m'asseoir là, mais je ne peux pas m'asseoir ailleurs. Bizarre. Ici, on est dans une explication entièrement visuelle, mais pourtant, on rajoute de la langue des signes, c'est-à-dire qu'on traduit une image, alors que l'image toute seule serait compréhensible. Ici, on est dans une intention de rendre accessible le musée aux déficients visuels. Mais comment y accéder ? Là, je me retrouve dans un lieu complètement isolé, qui n'est pas passant et qui est mis un peu à l'écart. On voit que ce sont des tentatives donc, de réponse à des besoins de publics spécifiques. Et ce qui m'intéresse, c'est moins ça, vous l'aurez compris, que ça, c'est-à-dire plutôt des solutions. On évoquait tout à l'heure la télécommande. Il y a aussi, on prend souvent nous l'exemple du téléphone portable avec la fonction vibreur. La fonction vibreur a été initialement inventée pour les sourds. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise, je pense. Et donc ici, c'est pareil, ce sont des solutions qui finalement, en essayant de répondre à un besoin d'usager, ont apporté un meilleur confort à toute la société, à tout le monde. Donc soit donc le transport, ici les escaliers, ou ici donc cette vidéo qui est entièrement visuelle et compréhensible par tout le monde. Donc cette démarche-là, qui est une démarche qui est beaucoup plus proche de ce qu'on fait et qui s'appelle la conception universelle, c'est une démarche qui peut vous aider à mettre en place des projets accessibles de façon intéressante et innovante. Alors,
c'est le deuxième point donc, sur lequel je voulais un peu insister. Donc, après vous avoir dit que l'accès ne fait pas l'accessibilité, une fois qu'on a dit ça, ok, mais concrètement, comment on fait ? On peut mettre en place une démarche de conception universelle. Alors, la conception universelle, vous en entendrez parler sous différents termes. C'est une démarche qui se met en place, qui commence à exister. Donc, vous pourrez entendre parler de design for all, d'universal design, de conception transgénérationnelle, conception inclusive. Il y a un tas de termes qui finalement tentent de définir tous la même chose, qui est finalement la conception d'outils, de produits qui soit utilisable par un maximum de personnes. Alors, on ne nie pas la spécificité et les offres dédiées, puisqu'il y aura toujours des besoins spécifiques, et les produits universels, on va dire, ou à vocation universelle, ne sont pas réellement possibles. On sait que nous, par exemple, ce qu'on fait avec de la langue des signes très visuelle, pour les déficients visuels, pour toi, Mathieu, je pense que ce serait très compliqué. Donc, par contre, on a une intention d'ouvrir un maximum. Et c'est en ça que, finalement, il faut distinguer l'accessibilité de la conception universelle. L'accessibilité, on n'est plus sur un état, sur un produit, un état de fait. Ce lieu est accessible, par exemple. Par contre, la conception universelle, on est plus dans une démarche, dans une intention. Donc, certes, il y aura un produit, il y aura un état final, mais c'est plus le processus qui va être intéressant. Et ce qui va faire que vous allez sortir du discours, du débat de « oui, mais il n'y a rien d'universel ». Mais on le sait, c'est juste la démarche dans laquelle vous êtes qui fait que votre intention est dite conception universelle ou non. Donc c'est vraiment essayer, et je rejoins ce que disaient mes prédécesseurs, c'est de voir ce que les publics handicapés ont à apporter à la société et d'inclure ces spécificités, ces caractéristiques dans les conceptions de produits ou de produits dès le début, dans une démarche de conception universelle, pour pouvoir ouvrir ensuite un maximum. Donc là, vous pourrez trouver un peu de littérature et de documents sur Internet sur la conception universelle. Alors la conception universelle, c'est vrai qu'il y a quelques règles. Donc il y en a 7 souvent qu'on retrouve. Donc utilisation égalitaire, flexibilité d'utilisation, utilisation simple et intuitive. Donc IKEA, je pense, c'est très bien inspiré de ça. Information perceptible, tolérance pour l'erreur, effort physique minimal, dimension et espace libre pour l'approche et l'utilisation. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai récupéré. Donc c'est vrai qu'il y a des règles. Il y a des règles qui existent. Mais finalement, moi, c'est moins les règles qui m'intéressent que le cadre de référence. Qu'est-ce qui va faire que finalement, vous allez être dans une démarche de conception universelle ? C'est pas forcément les règles que vous allez appliquer. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Je vous donnerai un exemple. Nous, à Signe de Sens, on aime beaucoup cette petite phrase d'un certain Albert Einstein, qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Comment vous réinjectez le public au cœur de vos outils ? Comment vous le considérez, ce public ? C'est ça la première question, en fait. Par exemple, nous, pour les sourds, on s'est dit, parce qu'on travaille beaucoup avec eux, un sourd, c'est pas un entendant qui n'entend pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Un sourd, c'est une personne qui a développé des capacités de communication qui sont juste énormes. Ils ont développé une capacité à lire le visuel, à communiquer par le geste, qui sont... exemplaires, hors normes, extraordinaires, on va dire. Et donc ça a été démontré, hein. Par exemple, il y a des études qui ont été faites au RIT, donc Rochester Institute of Technology, des IRM qui montrent que ce ne sont pas les mêmes aires cérébrales qui sont activées pendant la communication entre un sourd et un entendant. On a aussi des études à Lille, dans un laboratoire de psychocognition, qui s'appelle Eureka, qui a testé notamment une vidéo avec de la langue des signes, les chemins de regard, donc ça s'appelle l'eye tracking, c'est-à-dire comment vous regardez l'image, le geste, comment vous décryptez la personne qui signe. Et on voit très bien le sourd se concentre sur le visage, l'interprète qui connaît un peu la langue des signes, geste et visage, et le naïf, vous et moi, on va chercher l'information un peu partout. Donc on sent que la communication se fait différemment. Et donc nous, on a été puisés dans cette compétence qu'ont développé les sourds pour innover et développer de nouvelles stratégies pédagogiques. Je vais juste conclure sur un exemple pour illustrer tout ça. Donc ça, c'est le troisième point auquel je voulais arriver. Donc l'accès ne fait pas l'accessibilité. La démarche, comment y arriver
la conception universelle. Pour arriver à quel résultat finalement? Le handicap, une source d'innovation pour tous. Je vais vous l'illustrer rapidement par un produit, un concept d'application qu'on a développé pour rendre accessibles les musées, qui s'appelle dans notre jargon Muséo. L'objectif, c'était de rendre accessible ça. C'est-à-dire, vous êtes dans un musée, vous arrivez à l'entrée d'une exposition, vous avez un grand cartel, plein de textes. Comment vous faites quand vous voulez toucher un public qui ne maîtrise pas le français? Voilà, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est ça. On est sur un public aussi qui maîtrise la langue des signes, capacité visuelle, tout ce que je viens de vous dire avant. Quel outil on peut développer? Donc, on a développé un outil, donc une application, alors pour les enfants, 8-12 ans. Une expérimentation qu'on a développée au Quai Branly et qui est maintenant disponible, c'est-à-dire que d'ici 15 jours, il faudra attendre encore un petit peu, d'ici 15 jours, si vous allez au Quai Branly à l'accueil, vous pouvez demander une application qui est proposée gratuitement sur iPad. Donc c'est un iPad qu'on vous prête en échange d'une carte d'identité. Donc ça s'appelle les experts Quai Branly. Et vous avez 4 parcours sur votre iPad qui sont proposés, un parcours par continent, donc les Amériques, Asie, Océanie, Afrique. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans le parcours? Vous avez un personnage compagnon, Laurent, qui est un ethnologue, qui a besoin de votre aide. Il a 10 objets à découvrir, il hésite, il connaît des choses, mais il y a certaines choses sur lesquelles il n'a pas d'infos. Donc il est en alternance avec les enfants, entre je vous donne de l'information, j'ai besoin de votre aide, et donc on a à la fois de la vidéo et des petits interactifs. Et on est comme ça pendant 45 minutes dans le musée, sur un média qui est complètement accessible, alors accessible aux sourds, mais à tout le monde. Je vous montre un exemple. Alors... Merci. Maintenant, j'ai tout compris. Je vais vous expliquer. On est en Asie. Hop. Donc de mémoire, les enfants viennent d'observer des tapisseries réalisées en bambou. Ah. C'est un travail long et rigoureux. Il faut être très habile. Avec ces tressages, ces femmes fabriquent plein d'objets différents. Mais nous verrons ça plus tard. J'aperçois des hommes là-bas. Regardez! Ce qui était intéressant au Quai Branly, c'est qu'on a des objets et que la vidéo permet de les mettre en contexte. Vous avez vu? Ces hommes marchent avec un outil sur l'épaule. J'ai le même objet dans mon dossier. Cherchez-le. Et quand vous l'aurez trouvé, contactez-moi. Non, il n'y a pas d'audio-description. C'est déjà un énorme travail de conception. Et comme je disais, effectivement, en évoquant Mathieu tout à l'heure, on a commencé par le prisme du public sourd en essayant de voir d'un point de vue pédagogique ce que ça pouvait amener comme type de média numérique. Donc c'est un outil qu'on a commencé à tester sur des publics autistes aussi ou avec déficience intellectuelle. Et on a eu de très bons retours, donc ce qui nous a encouragé à faire une version 2. Donc il y aura un prolongement de ce projet. Donc
donc de ce concept qui est installé aujourd'hui au Quai Branly, mais qui sera aussi installé au Palais des Beaux-Arts de Lille, donc avec une ouverture sur le public autiste. Sur le public déficient visuel, on sait qu'il y a quelque chose à faire, mais pour l'instant, on y va petit à petit. Donc la démarche de la conception universelle, c'est une démarche pas à pas. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure de la connaissance qu'on acquiert pour chacun des publics, puisque comme vous avez pu le constater, on ne part pas d'une connaissance ou d'a priori qu'on peut avoir, mais on essaie vraiment de cerner les publics, de leur faire des petits tests, de discuter avec eux, de dialoguer aussi avec les adultes qui ont l'habitude, enfin je dis adultes parce qu'on travaille beaucoup avec des enfants, des adultes qui ont l'habitude de travailler avec eux pour se nourrir un peu de leur expérience. Et donc par exemple la découverte d'un public, ça nous prend 6 mois, 1 an pour vraiment intégrer ça ensuite dans des cahiers des charges pédagogiques. Donc c'est vrai que sur le public déficient visuel, on l'a pas encore. On l'a pas encore assez travaillé pour pouvoir l'intégrer aujourd'hui dans nos outils. Mais on y pense. Voilà. Je voulais savoir si ces vidéos, vous avez dit que c'était Oui, en fait, je voulais savoir, vous avez indiqué que c'était pour les enfants de 8-12 ans. Est-ce que l'âge peut diminuer voilà. Enfin, je voulais savoir si ça vaut tous les âges, quoi. C'est vrai que dans la conception, on est obligé de se baser sur des tranches d'âge. La tranche d'âge, pour nous, est juste indicative, puisqu'on sait qu'en fonction des enfants, de leurs compétences, enfin de leur aptitude, on peut toucher des beaucoup plus vieux. On a testé ça sur des 14-18, par exemple, ça marchait très bien. Et après, sur les plus petits, on a vu plus de liens avec le parent, du coup. Autant dans la façon dont on a conçu l'application, on ne donne pas de rôle aux parents, puisque le but, c'est de rendre autonome l'enfant. Et c'est des évaluations qu'on a menées, c'est ça qui est ressorti, c'est que, par exemple, on avait des gamins sourds qui nous disaient « Ah, mais c'est génial, en fait, j'ai pas besoin d'interprète ». Ça, c'était une super victoire. Et 2, on a vu des enfants sourds entendants tenir la même tablette et suivre le même parcours. Donc ça, c'était chouette. Alors, donc 8-12 ans, ils sont autonomes. Alors, ils le sont d'autant plus quand ils sont un peu plus grands. Mais après, pour les plus petits, à partir moi, j'ai dû observer à partir de 5-6 ans. C'est possible, mais l'enfant se fatigue un peu plus vite. Et il y a un accompagnement un peu plus fort de l'adulte. Donc après, ça dépend le rôle que vous voulez avoir. En termes de contenu, en tout cas, nous, on part du principe que la personne qui suit la visite ne connaît rien. Donc ce qui fait qu'on est vraiment sur un gros travail pédagogique de clarification des messages. Et c'est pas pour les sourds qu'on le fait, en fait, c'est pour tout le monde. C'est pour ça que des publics autistes ou déficients intellectuels s'y retrouvent beaucoup. Puisqu'on est sur comme vous avez pu voir l'explication, par exemple, du tressage, il n'y a pas d'éléments parasites dans l'image. Donc on arrive à focaliser l'attention. Et c'est hyper clarifié. Vous en rendez peut-être pas compte, mais en fait il y a un gros travail d'écriture en fait derrière tout ça. Donc ensuite c'est voilà, où est le niveau. Moi j'apprends autant en suivant l'application à mon âge qu'à mon avis un gamin de 12 ans, parce qu'on part du même niveau de départ de connaissances. Après ça dépend des aptitudes et du développement de chacun. Voilà, donc le petit récap, handicap ne fait pas l'activité, la conception universelle, handicap source d'innovation pour tous. Merci pour votre attention. Merci Julie, mais merci à tous les intervenants. Vous allez pouvoir maintenant avoir un temps d'échange avec chaque intervenant et vous allez pouvoir leur poser des questions. Donc combien de temps il nous reste ? Il nous reste un peu plus de 20 minutes. Donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour les différents intervenants ? Non ? Une question ici ? Donc, Jocelyne Carpentier, mission handicap de Clichy-la-Garenne 92. Je suis non-voyante. Donc, j'aurais beaucoup de questions à poser ou de remarques à faire. Je ne sais pas bien comment je vais m'y prendre, hein, mais je vais essayer quand même. Ce que je voulais dire, moi je trouve que la conception universelle, c'est vraiment une démarche importante. Ça, je le pense vraiment. Alors, par rapport à ce que j'ai entendu de l'accessibilité comment c'est déjà ? Urbilogue, c'est ça, hein ? Oui. Je ne l'ai pas vu écrit, alors j'ai un peu fait du phonétique. Hein. Mais bon, je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi, je pratique Internet plus qu'intranet, puisque je ne suis pas salariée, mais je l'ai été. Et c'est vrai que la déclinaison que vous avez faite depuis l'embauche jusqu'à le maintien dans l'emploi et puis l'évolution, c'est vrai que c'est important. Parce que moi, j'ai travaillé dans une société, enfin dans une mutuelle d'assurance, qui a conçu
un pôle spécial, d'ailleurs, pour accueillir des non-voyants, un pôle de renseignement téléphonique. Et petit à petit, ce qu'on se rend compte, avec les salariés qui y travaillent encore, moi je suis à la retraite, c'est que ce qui avait été conçu au départ pour rendre l'outil accessible et même créer un pôle exprès, maintenant, c'est de moins en moins accessible et il y a de moins en moins d'actions qui peuvent être, de fonctions qui peuvent être adaptées. Pourtant, c'est vrai que cette mutuelle a fait des efforts au fur et à mesure pour adapter, mais avec la conception très visuelle des sites et très complexe surtout, le matériel adapté en braille, entre autres, qui permet quand même une interface importante pour pouvoir accéder, eh bien, on se rend compte que finalement, ce qui nous a servi est en train de nous desservir. Et j'ai des collègues aujourd'hui qui se retrouvent avec quasiment les 3/4 des opérations d'assurance qu'ils ne peuvent plus faire à cause de l'évolution du numérique qui ne peut pas suivre pour l'adaptation. Alors ça, c'est un exemple clé. Et moi, je dis, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'il y ait une certaine éthique à ce niveau-là, introduire une notion à la fois un peu éthique aussi, qui fait qu'il ne faut pas freiner l'évolution technologique, ça je pense qu'on ne peut pas, mais est-ce qu'il ne faut pas toujours inclure y compris une conception universelle, que cette notion d'accessibilité du numérique, elle tienne toujours compte, quelque part, d'une évolution possible aussi dans les adaptations. Ceci dit, les adaptations, elles sont de plus en plus compliquées, elles ne suivent pas le rythme de l'évolution technologique de tous, elles sont aussi très, très onéreuses, et ça c'est dommage. Voilà, ça c'est une première remarque. Ensuite, moi je dirais en tant qu'utilisateur qu'il y a un gros travail aussi à faire, non seulement pour rendre les technologies plus faciles. Je pense que ça fait partie de la conception universelle que de prévoir des applications gratuites. Je pense à NVDA, par exemple, parce qu'on n'a pas tous les moyens, même avec des aides de l'AGFIP ou d'autres organismes, de suivre toutes les évolutions, compte tenu qu'elles sont très onéreuses, du matériel informatique proposé. C'est très cher à tous les niveaux, et ça, je trouve que c'est pas bien. Je trouve qu'il vaut mieux effectivement concevoir des possibilités accessibles à tous dès la racine, plutôt que d'avoir un tas de concepteurs industriels qui font certes du matériel intéressant, mais qui n'est vraiment pas accessible au niveau du coût à beaucoup de personnes. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il me semble qu'il y a aussi à prendre en compte que les nouvelles technologies ne sont pas forcément accessibles d'emblée à toutes les personnes handicapées, parce qu'elles nécessitent aussi en amont beaucoup de formation. Et en fait, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si on n'est pas un peu spécialiste, on ne sait plus comment faire. Bon, moi, je suis un utilisateur lambda, mais qui se débrouille quand même pas trop mal. Mais malgré tout, je trouve et je connais beaucoup de personnes qui s'en sortent pas, parce que l'outil informatique est complexe, les outils informatiques sont très complexes, et que on ne pense pas assez la technique de formation des personnes handicapées elles-mêmes. Déjà, la technique d'information pour savoir former les autres, mais en plus des techniques simples d'information pour les personnes elles-mêmes, parce que quand même, il y a une grande complexité, de plus en plus importante, je trouve, au niveau des outils technologiques modernes. Alors, moi, je trouve ça génial, j'aime m'en servir, mais c'est vraiment compliqué et jamais à jour, en plus. Alors, il y avait plusieurs choses dans vos questions.
La première, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a des situations qui se dégradent. Donc, c'est ce que j'ai dit. Le plus compliqué, c'est de maintenir un niveau d'accessibilité. Je vais juste revenir un petit peu sur le fait qu'aujourd'hui, la technologie ne permet pas forcément d'intégrer toutes les solutions d'adaptation. J'ai fait plusieurs centaines d'audits de sites et d'applications. Il n'y a que 2 applications sur lesquelles j'ai identifié qu'il y avait impossibilité entre l'usage d'une personne qui était, en l'occurrence, aveugle, avec l'outil. La raison était que c'était des outils de téléconseillers et qu'il y avait une nécessité on va dire, de retour sur information extrêmement rapide. Donc pour pondérer un petit peu la position de madame, c'est aujourd'hui, l'innovation n'est pas... On peut tout à fait intégrer l'accessibilité dans vos innovations et notamment dans vos futures interfaces. Le fait que les technologies d'assistance soient chères, ça c'est clair. Aujourd'hui, si vous prenez... dans la petite vidéo, je vous ai présenté 2 outils. À l'époque, NVDA n'existait pas, était, on va dire, assez balbutiement quand j'ai fait la vidéo. Il existe, je vous ai présenté un outil qui s'appelle ZoomText et un outil qui s'appelle JAWS. Il faut savoir effectivement que respectivement, ça vaut aux alentours entre 500 et 2000 euros. Donc c'est pas du tout négligeable en sachant que NVDA est gratuit. Alors là je parle effectivement des outils d'adaptation pour le handicap visuel. Une boucle magnétique ça coûte entre 200 et 1000 euros à peu près, enfin on va dire que ça dépend des surfaces, mais il y a quand même des efforts aujourd'hui sur les tarifs. Les fauteuils roulants, tout le monde sait que ça peut valoir aussi une fortune, notamment quand ils sont électriques. Donc ouais, effectivement, les outils d'assistance restent extrêmement chers en règle générale. Et c'est justement quand j'ai montré tout à l'heure l'iPhone, je dis là on n'a aucun outil d'assistance. C'est un outil que tout le monde a. C'est-à-dire que quand je dis tout le monde, tous les possesseurs d'iPhone ont les outils d'assistance intégrés dans leur iPhone. Et là on n'est plus du tout sur de l'outil d'assistance spécifique. Ça c'est quand même un peu original, et c'est en tout cas à dénoter. Et au niveau de l'usage de ces outils, en toute sincérité, lorsque j'ai vu apparaître les premiers iPhones, j'étais vraiment pas du tout convaincu de l'utilité que je pourrais en avoir. J'étais très très bien avec un outil tactile, enfin quand je dis tactile, c'est avec des vraies touches. Je me suis assez facilement fait à cette technologie parce que en fait c'est assez simple quand même. Donc voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui la technologie existe et elle apporte vraiment des solutions, même si effectivement, comme le disait madame, ça peut parfois être très compliqué. Et la formation est un outil qu'il ne faut pas négliger pour permettre justement à des personnes qui sont en situation de déficience ou de handicap de s'intégrer plus facilement dans son environnement de travail notamment. Un travail au sens large, d'intégration sociale, professionnelle et culturelle, comme on a pu le voir tout au long de la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors juste, Stéphanie voulait rebondir justement sur cette question d'outils d'assistance et de prix. Oui, alors 2 secondes avant de repasser le micro, parce que je vois que monsieur avait une question. Juste par rapport aux outils tels que NVDA, je tiens juste à préciser que là, on parle d'outils qui, avant d'être gratuits, sont des outils libres, des logiciels libres. Donc, et effectivement, je pense que là, il y a un enjeu très fort sur la façon dont, dans une logique de mutualisation, sur le modèle de sites tels que Wikipédia et autres, il y a aujourd'hui une capacité de développer des solutions qui soient au final effectivement accessibles gratuitement ou avec des coûts liés à des services liés bien inférieurs. Et là, je pense qu'il y a un enjeu de politique publique, en fait, de choix d'investissement qui sont faits. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans le cadre de la scolarisation des enfants en situation de handicap, il y a un certain nombre de licences produits qui sont payées. Licences et les financements publics ne prennent pas en compte les coûts de formation liés à l'appropriation de ces dispositifs dont ont besoin les enfants. On peut tout à fait imaginer des dispositifs où effectivement on ne paye plus les licences parce que les produits sont développés avec le soutien de la collectivité, de la communauté des développeurs, et que finalement la valeur ajoutée des entreprises qui sont amenées à accompagner le développement des produits se fait sur les actions de formation, etc. Donc il y a vraiment une question aussi des modèles d'innovation sur lesquels on est. Est-ce qu'on est sur des innovations fermées, sur des innovations ouvertes? Il y a des questions
très très forte derrière au niveau de fermeture-ouverture des contenus. Et on a besoin effectivement d'avoir des entreprises et des entrepreneurs qui portent cette innovation et qui la développent. Et en même temps, on a besoin d'avoir des utilisateurs qui aient accès à des coûts effectivement abordables. Et on ne peut pas être sur des économies de la rente comme on l'est sur un certain nombre de dispositifs. Voilà. Merci. Merci Stéphanie. Je vais redonner le micro à monsieur qui avait une question par ici. Madame a adressé pour grande partie ma question. En fait, c'est le sujet des open source. Et je comprends bien que ça peut représenter une concurrence sévère, je veux dire, au niveau des entreprises. Néanmoins, on peut peut-être distinguer les logiciels de type métier. Vous parliez de banque ou de choses comme ça, pour lesquelles... bon, déjà, vous avez une... Comment je dirais ? Je parle à l'entreprise, là. Vous avez une expertise. Vous avez parlé d'audit, diagnostic, recommandation, suivi de projet, accompagnement, qui celle-là est intangible, enfin qui n'est lié qu'à votre expertise, qui n'a pas de concurrence directe. Je pense que ce qui est dommage, c'est qu'effectivement vous vous installiez, vous ou d'autres, sur des concurrents à l'open source, dans le sens où vous développez vos propres, si vous développez vos propres outils de traduction et voilà. Et donc, je ne sais pas si je suis clair, je ne trouve pas le mot, la traduction. Enfin, par exemple, vous parliez de NVDA, je crois. Si vous développez un logiciel équivalent à NVDA, pour moi, ça pose problème parce que c'est une dilution en fait de l'effort collectif vers la chose. J'ai presque terminé. Je vous laisse la parole. Par contre, je ne sais pas, en fait, après j'ai une question. Par contre, je ne sais pas si l'open source en tant que tel est utilisable par les industries ou par les administrations. C'est une question que j'ai posée, moi je suis à la responsable de la mission handicap de Clichy, c'est une question que j'ai posée il y a 2 jours à mon service informatique, à savoir est-ce que je peux utiliser, je n'ai pas la réponse, vous l'avez peut-être, à savoir est-ce que l'open source, et là donc effectivement on atteint presque le niveau législatif si tel n'est pas le cas. Ma question, la dernière, c'est est-ce que vous avez des recommandations à faire sur est-ce qu'il existe des sites sur lesquels on peut accéder à des comparatifs de tablettes sur l'aspect handicap? Voilà, merci. Alors, juste pour répondre rapidement avec les outils d'assistance, en fait on ne développe pas nous d'outils d'assistance, on utilise des outils du marché. Alors en fait, je vous ai parlé de JAWS et de ZoomText dans la vidéo parce qu'en fait, quand on est dans une société, c'est plus facile d'intégrer des outils du marché pour des raisons quelquefois juridiques. Le problème de l'open source a une problématique, une envergure juridique dans une entreprise, notamment dans des banques. Néanmoins, pour NVDA, je suis l'un des premiers utilisateurs d'NVDA. Aujourd'hui, j'utilise à la fois ZoomText et NVDA parce que j'ai encore un petit peu de restant visuel. Donc je suis utilisateur de ces outils et je suis le premier défenseur de ces outils open source parce que c'est vrai que ce sont des vraies solutions qui, si elles se développent, pourront être développées partout. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Je vais laisser répondre pour l'autre partie de la question parce que là-dessus, je suis moins légitime, mais en l'occurrence, effectivement, l'open source, c'est un vrai potentiel. Que ce soit d'ailleurs sur des outils ou sur les outils, d'ailleurs, on appelle ça des CMS, des outils de contenu de contenu Internet. En général, vous avez une offre aujourd'hui largement sur de l'open source. C'est quelque chose qui se développe énormément. Et donc, pour compléter, continuer la réponse de Mathieu, en tant que collectivité, vous avez aujourd'hui un site référence qui est le site de l'ADULACT, ADDULACT, qui est en fait une association nationale qui soutient et promeut et facilite l'usage des applications libres, que ce soit professionnel, réseau. Et vous avez aujourd'hui, par exemple, un logiciel de gestion des concessions dans les cimetières qui est utilisé par plusieurs milliers de communes en France et qui est une application libre. Je ne vais pas rentrer dans la sémantique libre open source, donc moi je reste sur libre. Voilà, un des exemples qu'aime à donner
La communauté du libre enfin voilà, mais c'est celui de la Gendarmerie nationale française qui a effectivement fait sa transition vers un certain nombre de solutions libres et notamment pour répondre à des interrogations de sécurité sur ce qu'impliquait l'usage de logiciels propriétaires dont on ne connaît pas forcément très bien le fonctionnement. Donc la question ne se pose pas de la possibilité d'usage pour une collectivité. Beaucoup de logiciels et d'applications sont aujourd'hui utilisés par des collectivités. Non, c'est l'inverse. En fait, la gendarmerie nationale, justement, enfin oui, c'est l'inverse. Ça dépend après des applications. Pour les banques, ça je sais pas. Mais en tout cas, pour les collectivités, la gendarmerie, qui n'est pas une collectivité, mais est passée au logiciel libre pour des questions de sécurité, en fait. Ouais, juste parce que ça a parfois des controverses. En l'occurrence, je pense que ça doit être OpenOffice dont tu dois parler. C'est un petit détail, mais OpenOffice est moins compatible avec les outils d'assistance du handicap visuel que les outils payants que vous connaissez tous. Donc, quelquefois, ça a ses propres limites aussi. C'est un compromis que l'on est obligé de faire. Je comprends tout à fait la démarche de libre, mais parfois, effectivement, nous, on est bloqué parce que c'est de l'open source et qu'il est, à la limite, moins accessible que d'autres systèmes. Donc voilà, c'est juste pour donner des informations comme quoi je suis tout à fait favorable à l'open source, mais il ne faut pas non plus se jeter tête baissée parce que parfois, il y a des solutions qui sont contradictoires avec ce que l'on pourrait imaginer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Il y a une question par là. Par ici. Oui, bonjour. Alors, je m'excuse, je suis aussi lillois et je travaille sur l'accessibilité du réseau de transport en commun. Donc Transpôle. Et nous avons deux problématiques. La première, c'est de rendre un réseau accessible et la seconde, de faciliter son accessibilité pour l'ensemble des personnes handicapées et pour l'ensemble des personnes à mobilité réduite. Alors, j'aimerais faire une remarque assez générale qui est de dire que plus ça va, moins on ne peut s'attacher à répondre à des handicaps particuliers parce qu'on fait on va dire du transport global, de masse, et on doit apporter des solutions de mobilité à toutes les personnes à mobilité réduite en général, c'est-à-dire personnes handicapées, personnes mal comprenantes en général, personnes avec poussette et autres. Donc, je voudrais insister sur l'intérêt de développer des éléments de conception universels qui peuvent servir à toutes les difficultés de mobilité. Et la deuxième, notamment pour Madame de la CFHE, pardon, qui est de dire, en effet, on a des grands principes. On a en effet la déclaration de l'ONU, on a une loi de 2005 qui arrive pour mise en application tout de suite. Comment fait-on pour passer des grands principes à la réalité, en sachant que la réalité, et notamment la demande de la loi accessibilité est très large et demande à ce qu'on s'attache à répondre à tous les types de difficultés, tous les types de handicaps, et avec une chaîne de déplacement et une aide à la mobilité complète, sachant que cette aide à la mobilité comprend en effet la mobilité physique sur un réseau de transport en commun, mais aussi les outils qu'on va fournir à nos clients utilisateurs, notamment les nouvelles technologies de sites internet et de sites en mobilité. Donc j'aimerais avoir votre avis sur, ok, 2015 c'est demain, l'ensemble des réseaux doivent être accessibles, c'est des budgets qui sont faramineux à mettre en œuvre pour tous les réseaux, pour toutes les collectivités en France. Donc ma question, c'est comment prioriser les services qu'on va pouvoir rendre de plus en plus accessibles. Alors, la première chose, c'est que je suis utilisateur forcément du réseau de Transpôle au quotidien et celui de Paris quasi quotidiennement également. Déjà, vous avez une bonne accessibilité générale. Alors, vous avez l'avantage par rapport à Paris que vous êtes historiquement plus ancien, plus vieux, plus récent. Mais n'empêche que je pense que le Val de Lille est le premier à être totalement accessible. Il y a quand même, je connais beaucoup de personnes, que ce soit en fauteuil ou dans d'autres situations de handicap, qui attesteront de son accessibilité. Là où vous pêchez un peu, c'est sur le site internet. Entre nous, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Vous avez parlé de coûts. Le web, le gros avantage du web, ce sont les finances. C'est quand même beaucoup moins onéreux de rendre accessible un site internet que de mettre des dispositifs sur le plan physique
des ascenseurs par exemple. Tout le monde sait que ça c'est extrêmement onéreux, des rampes d'accès, ce genre de choses. Donc voilà, évidemment, l'idée étant d'aller vers une accessibilité pour tous, ça je pense qu'on est tous conscients du fait que c'est un vrai objectif. On n'a pas forcément tous la manière de faire au départ, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne partez pas de rien et aujourd'hui, vous avez plutôt un crédit en termes d'accessibilité, même si vous reste encore des efforts. Mais je pense qu'en termes de priorité, peut-être que tout simplement penser à la communication et notamment, vous parliez de smartphone, faites en sorte que le site internet et les applications qui permettent d'aider les personnes dans leur mobilité soient déjà accessibles. Ce serait peut-être un bon axe de recherche. Sur le site internet, oui, clairement. Le pire, c'est que je pense que je dois connaître la personne responsable du site. Elle était, je pense, dans ma promo. Alors, on aurait le temps pour une toute petite dernière question, éventuellement, s'il en reste une. Voilà, c'est madame. Bonjour, je viens de La Rochelle. Donc, je travaille à la ville de La Rochelle, mais je suis aussi bénévole à la VH. Et pour répondre aux deux dames qui sont là-bas, je vois le même problème. Je forme en informatique sur JAWS, sur Spiquet et un troisième dont j'oublie le nom parce que c'est encore un nouveau. Je forme les gens pendant 1 an pour qu'ils puissent ensuite avoir le matériel qui leur est payé par la MDPH. Mais c'est vrai que pour que les gens puissent aller sur Internet, des gens d'un certain âge, parce que moi j'en ai de 58 ans, j'en ai jusqu'à 70 ans, j'en ai eu des plus jeunes, ils ont tous un handicap différent, ça peut être la malvoyance, ça peut être la non-voyance, mais avec un autre handicap. Et s'ils n'ont pas cette formation-là, ils ne peuvent pas y aller dessus. Et ceux à qui je mets le logiciel JAWS, c'est plutôt des gens qui vont être branchés sur Internet, qui vont vouloir aller plus loin. Tandis que Spiquet, c'est plutôt les gens qui vont rester chez eux et qui vont me demander ceci, cela. C'est plutôt un autre genre de clientèle. Mais effectivement, il faut bien qu'ils soient formés pendant au moins 1 an. Sinon, laissés tout seuls, ils peuvent pas se débrouiller. Parce qu'avoir le matériel chez soi, c'est bien, mais quelquefois, je suis obligée de retourner chez les personnes pour, une fois qu'elles sont toutes seules, pour qu'elles aient ne pas avoir l'appréhension de se débrouiller toutes seules. Le dernier logiciel, je ne me souviens pas. Le reproche que je ferai, c'est qu'on nous dit on ne va plus se servir de JAWS, on ne va plus se servir de Spiquet, il faudra faire autre chose pour les gens. Je veux bien que la technologie aille de l'avant, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire à ces personnes-là? Il faudrait rechanger encore de logiciel, reformer et tout, selon l'âge qu'ils ont. Moi, je crois que c'est pas bon. Donc la technologie qui avance, oui, mais pas toujours. C'est pas bon non plus parce qu'on ne peut pas perdre du temps comme ça à former des gens pour leur dire « Oh, c'est dépassé, oh, c'est dépassé ». Non, il faut les laisser dans ce qu'ils ont, améliorer ce qu'ils ont déjà pour pouvoir les laisser aller sur le web. Et je vois les personnes qui aiment beaucoup JAWS et tout ça, certains ont même monté une radio, ils ont fait des tas de choses, mais c'est parce qu'ils ont l'envie d'aller plus loin. Mais d'autres personnes ne peuvent pas aller sur le web sans avoir une formation, mais vraiment poussée. Merci pour votre commentaire. Je voudrais juste réagir rapidement. Alors, en fait, je pense qu'un logiciel, c'est un ensemble de fonctionnalités et que JAWS, c'est une marque. Et que finalement, quand on parle de la question de la formation, qui est un point crucial et que vous expliquez extrêmement bien sur le temps long que nécessite la formation, pas en tant que telle sur la reconnaissance et l'identification de fonctionnalités, mais sur la capacité à développer des usages associés et des usages qui entraînent un développement d'habitudes, de savoir-faire, d'habiletés, de repères, etc. Je pense qu'on est tous un peu prisonniers, effectivement, de se dire que parce qu'on a appris à utiliser un logiciel, on peut rester sur ce logiciel. Je crois que personne n'est en train de dire qu'il faut changer ses habitudes. Et en même temps, on se rend bien compte qu'en fonction de l'évolution de ses usages aussi, on va avoir besoin d'enrichir sa palette d'outils, etc. Ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait les lieux et les ressources pour que chacun d'entre nous puisse être accompagné si nécessaire, formé si besoin, pour pouvoir s'approprier les outils qui vont permettre à chacun de nous de faire ce qu'il ou elle a besoin de faire.
Voilà, ça c'est un propos assez général, mais je pense juste qu'on ne se laisse pas enfermer derrière des noms de logiciels. Par rapport à ça, c'est clair qu'on a des besoins qui sont extrêmement importants, avec d'un côté, on va dire, des acteurs spécialisés qui peuvent avoir des ressources spécifiques et nécessaires par rapport à des besoins donc très précis. Et à mon avis, on a aussi besoin, toujours dans une démarche inclusive, de se poser la question de comment on va mobiliser et interpeller les ressources de droit commun qui existent pour qu'elles-mêmes se mettent en capacité d'accompagner les personnes. Alors, nous avons en France 4500 au moins espaces publics numériques qui sont des lieux d'accompagnement au développement des usages de l'Internet, qui se trouvent dans des médiathèques, dans des centres sociaux, dans des MJC, etc. Un certain nombre d'entre eux, aujourd'hui, font un travail de fond et de longue haleine avec des personnes en situation de handicap, y compris avec des personnes en situation de handicap visuel. Et je pense que là, il y a des leviers de coopération qui sont réels. Après, ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait un travail de la part des associations de personnes handicapées, aussi bien des personnes elles-mêmes qui peuvent rentrer dans des mécanismes d'autocensure et de découragement par rapport à des lieux publics dans lesquels elles ne se sentent pas forcément très bien accueillies, et de ces acteurs du champ de la médiation culturelle ou de l'éducation populaire, pour qu'effectivement elles se donnent les moyens d'accueillir dans des bonnes conditions les personnes en situation de handicap. Donc voilà, j'élargis juste un petit peu par rapport à... Enfin, ma réponse, quoi. Je vais juste rajouter un mot. On a parlé de difficultés d'accès, mais la question, là, on a parlé des outils. Et je pense que l'autre versant de la question, c'est les contenus. Soyez vigilants à l'ergonomie, à la simplicité des contenus que vous mettez à disposition. Parce que derrière la réflexion que faisait Madame, c'est vraiment ça qui est en cause. Et profitez de l'expertise potentielle des personnes qui sont en déficience pour vous aider à simplifier, parce qu'en général, elles sont de bons conseils. Et je vais laisser le mot de la fin à Aurélie. Merci Mathieu. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté